bien, nous y allons. Monsieur le professeur, bonjour. M'entendez-vous? Bonjour, ouais, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très très bien. Fort et clair, comme on dit dans les armées. Merci beaucoup, en tout cas, Fort et clair, ouais. de vous prêter à cet exercice, puisque nous sommes C'est un réunis. plaisir. Nous sommes réunis, Madame Calvez, rapporteure, et moi-même, qui préside la mission, dans le cadre d'une mission créée par la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, intitulée Création, diffusion et acquisition des connaissances, comment l'intelligence artificielle transforme notre éducation et notre culture. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Donc, nous avons entendu ce matin 2 sénateurs, et nous procédons aujourd'hui à votre audition, Monsieur Villani. Pour les collègues qui nous écoutent, je rappelle, si c'était vraiment nécessaire, que vous êtes mathématicien, ancien député, lauréat de la médaille Fields en 2010. Vous avez présidé pendant 2 ans l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Et en 2017, le Premier ministre vous confie une mission parlementaire sur l'intelligence artificielle. Votre rapport, intitulé « Donner un sens à l'intelligence artificielle pour une stratégie nationale et européenne », sera publié en mars 2018. Un chapitre de ce rapport nous intéresse tout particulièrement puisqu'il est consacré à l'éducation, qui est l'un des 2 axes de notre mission d'information. Le second axe étant la culture. En 2018, les IA génératives, en particulier les grands modèles de langage, n'avaient pas encore été mises à la disposition du grand public. Nous souhaiterions donc connaître votre point de vue sur l'impact de ces nouveaux outils sur le système éducatif et les performances scolaires et les méthodes pédagogiques. Enfin, avez-vous eu l'opportunité de vous interroger sur l'utilisation de ces systèmes dans le champ culturel? De nombreux enjeux sont soulevés, notamment en matière de droit d'auteur, de concurrence des œuvres humaines par les œuvres synthétiques, d'intégrité d'espace informationnel, etc. Dans un entretien accordé au journal Libération il y a quelques jours, vous avez développé une vision assez critique et pessimiste des derniers développements de l'IA-G et de ses usages. Je vous cite, vous écrivez « L'IA, telle que présentée aujourd'hui, est une invitation à la paresse et à la perte d'autonomie, donc à l'enchaînement. » Et vous pointez également une possible, je cite, « érosion de la motivation », celle qui fait dire finalement à quoi bon étudier ou se donner des objectifs dans la vie. Croyez-vous, monsieur le professeur, que le docteur Alexandre ait raison lorsqu'il, dans son dernier ouvrage consacré à l'IA, Ne faites plus d'études, il décrit un avenir assez effrayant dans lequel la société serait divisée en 2 grands camps, un peu comme dans Huxley, les sachants, ceux qui maîtrisent et produisent de l'intelligence à l'aide de l'IA générative, et puis les autres qui seraient réduits à l'état de consommateurs passifs pour lesquels il faudrait même aller jusqu'à inventer un revenu universel. C'est une vision tout à fait effrayante. Est-ce que votre pessimisme vous conduirait à partager ce point de vue? Alors, pour des raisons d'organisation, je vous cède la parole pour 10 minutes, si vous permettez, 10 minutes de propos liminaires. Et ensuite, Madame Calvez, rapporteure de la mission, ne manquera pas de vous poser de multiples questions. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Merci à ma collègue Céline Calvez pour son implication et son rôle dans l'organisation de cette audition et au secrétariat, bien sûr. Je suis ici, comme vous l'avez rappelé, aimablement, non seulement ancien député, mais aussi ancien membre de la Commission des affaires culturelles et éducation, l'une des 3 commissions dans lesquelles j'ai siégé durant mon mandat parlementaire. Et c'est un plaisir de vous retrouver à cette occasion. Et on va commencer, si vous le voulez bien, par reparler de cette mission. Mais en pratique, c'était plus du président Macron et de ses équipes qu'émanait l'invitation à ce rapport et le suivi, en particulier Cédric O, à l'époque conseiller du président sur les questions numériques, avait joué un rôle majeur. Et de façon générale, c'est un dossier, un rapport sur lequel l'exécutif s'est engagé et s'est impliqué, prenant les choses au sérieux. Et j'ai eu l'occasion d'en discuter dans la suite avec plusieurs ministres successifs au numérique, Mounir Majoubi, Cédric O quand il a occupé ce poste, Jean-Noël Barrot qui m'avait invité à un long entretien d'évaluation
5 ans après le rapport, sur la situation telle qu'elle se présentait, et puis Clara Chiappaz. Il y a eu, on est loin d'une mise en œuvre complète du rapport par le gouvernement, mais on est quand même sur des taux d'accomplissement qui sont très au-dessus du standard des rapports parlementaires quand ils sont appuyés par l'exécutif, c'est-à-dire bien mieux que l'ordinaire. Sur certains sujets, les recommandations du rapport ont été publiées et mises en place. Je pense par exemple aux instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle, les 3 IA qui sont mis en œuvre de façon efficace et avec un ensemble de colloques récurrents sur en particulier les disciplines que nous avions dégagées dans le rapport de façon forte, santé, mobilité, médecine. Sur la question de la défense, bien entendu, il y a eu la mise en place il y a eu un certain nombre d'initiatives importantes qui ont été faites. Sur les questions environnementales et écologiques, ça a été moins le cas pour diverses raisons, qui ne sont pas le point central dans cette audition. Sur d'autres sujets, l'action de l'exécutif n'a pas été à la hauteur des espérances, et en particulier parce que ce sont des sujets, entre autres parce que ce sont des sujets plus difficiles que d'autres à traiter. Il y a eu la question de l'éducation, justement. Il y a eu la question de l'inégalité garçon-fille ou de l'inégalité homme-femme dans le sujet. Il y a la question de la mise en œuvre à échelle européenne qui s'est avérée très, très en dessous des espérances de la mission. Et puis, c'est un rapport qui a été bien considéré comme faisant date, un point d'étape considéré comme important par tous ceux qui s'intéressent en France et à l'étranger à l'évolution du rapport entre technologie et politique là-dedans. Le rapport a été traduit en anglais et commenté à de nombreuses reprises. Le rapport a été évalué à plusieurs reprises dans différents contextes. En particulier, la Cour des comptes a fait une audition assez poussée en 2023, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, dans le rapport de la mission dirigée par Anne Bouvreau, qui a été en gros la succession, ce qui s'est occupé de la stratégie suivante, le rapport de 2018 occupait une bonne place, il était bien pris comme référence. Quand on le lit a posteriori, on voit que même si le contexte technologique et médiatique sur l'IA a changé, les grands problèmes et les grands sujets avaient été bien dégagés par l'équipe pluridisciplinaire bien constituée que j'avais l'honneur de représenter. Et en quoi le contexte médiatique et technologique a changé? D'abord par l'arrivée de ce qu'on appelait intelligence artificielle générative. En fait, l'intelligence artificielle générative sont présentes depuis le tout début de l'intelligence artificielle, même depuis les années 50, voire depuis les années 40. Mais elles ont atteint un niveau de qualité d'interaction qui a changé la donne dans l'utilisation, dans l'interface avec la société, à partir du lancement spectaculaire de ChatGPT en novembre 2022. Comme on le sait, il a suffi de 5 jours à ChatGPT pour gagner le million d'utilisateurs et ensuite s'installer au sommet médiatique du sujet, malgré une gouvernance on ne peut chaotique et remplie de folie furieuse à bien des égards. Donc, changement d'efficacité de certaines technologies, on a franchi un seuil qui, en termes d'usage, a changé la donne. Et puis, le changement médiatique. Je l'ai senti moi-même en 2017-2018, j'ai été très sollicité pendant la mission et l'exécutif avait recommandé que nous puissions nous emparer du sujet médiatiquement, même pendant la mission, ce qui permettait un accru des échanges avec la sphère médiatique et ainsi de suite. Et ensuite, à partir de 2019, c'était un peu retombé, j'étais beaucoup moins sollicité sur le sujet. En 2022, ça s'est réveillé et je me suis retrouvé encore extrêmement sollicité, plusieurs fois par semaine aujourd'hui. C'est devenu, avec l'avènement, la mise au point de ChatGPT et des autres modèles, grands modèles de langage, c'est devenu un sujet de société, sujet de débat permanent, même si à ce jour, les modèles économiques associés à ces grands modèles de langage n'est pas clair. La révolution de la société qui est associée est tout sauf claire, du moins en termes de révolution positive. Et même si le gros
des usages intéressants dans les secteurs industriels et un peu partout dans la société aujourd'hui de l'intelligence artificielle n'est pas lié au grand modèle de langage, mais à d'autres techniques qui étaient déjà présentes auparavant. Cependant, en termes de débat de société, on a franchi un cap. Et en termes d'interaction, de culture, d'interaction et de dérangement de tous les processus humains, on a franchi un cap aussi. On y reviendra. Le sujet de l'éducation que vous abordez dans votre mission est particulièrement délicat. Je me souviens d'une table ronde où j'étais avec Yann Lequin, certainement le chercheur le plus reconnu en matière d'intelligence artificielle en France et l'un des plus reconnus dans le monde avec tous les prix imaginables, qui a quitté de façon spectaculaire Meta il y a quelques semaines pour fonder sa propre entreprise, visiblement en désaccord scientifique avec les évolutions récentes de Meta. Et quand le sujet était sur l'éducation, Yann Lequin et moi, avec des regards un peu différents, étions tombés d'accord pour dire que c'était sans doute le sujet le plus difficile à traiter du point de vue de l'intelligence artificielle, aussi bien pour éviter l'impact que pour mettre au point des outils qui, basés sur l'intelligence artificielle, qui servent bien le sujet. Et pour ça, il y a des raisons importantes. Et je vais parler un tout petit peu d'éducation. C'est un sujet sur lequel j'avais aussi été mis à contribution, puisque le ministre Jean-Michel Blanquer m'avait commandé, à moi et à Charles Torossian, avec une petite équipe autour, un rapport sur l'éducation mathématique, publié, je crois, en février 2018. Et le rapport a aussi été salué par la communauté scientifique comme un point d'étape important. Et à ce jour, lisant le rapport aussi, je pense que tout ce qui était est plus ou moins reste essentiellement valable. Et parmi les points importants à garder en tête sur l'éducation, quand on parle d'éducation, on parle de questions écosystémiques. Ce qui fait l'éducation de façon la plus importante, ce n'est pas un programme, ce n'est pas une technique, c'est un système, c'est toute une architecture humaine dans laquelle le rôle central est celui des enseignants, dans lequel il y a aussi les interactions entre les élèves et les enseignants, les interactions entre les parents et les enseignants, les hiérarchies administratives, les systèmes de formation, de promotion, d'affectation, de réorganisation, etc., etc. Et la qualité de ce système humain est aujourd'hui de très loin le facteur le plus important pour faire le succès d'un système éducatif. Des années d'évaluation PISA nous ont conduit à beaucoup d'incertitudes et de diversité sur la façon dont on peut mener les systèmes éducatifs, mais quelques petites leçons. La première, c'est qu'un système éducatif marche d'autant mieux que les enseignants s'y trouvent fiers, bien traités, bien rémunérés, bien traités et respectés par la société. Ceci est le facteur numéro 1. La deuxième, c'est que le maillage de proximité est très important. La troisième, c'est que c'est important que les enseignants puissent avoir une marge de manœuvre et une implication dans les cours, ne pas être juste des caisses de résonance passives, mais puissent s'engager et y apporter leur initiative dans les méthodes de cours. Et encore une autre des conclusions que nous donnent les activités PISA, les évaluations PISA, c'est que c'est important d'avoir un socle commun, stable et solide de savoirs fondamentaux pour les élèves. Et les compétences classiques, bonne capacité de lecture, d'écriture, de compréhension, de sens élémentaire du nombre, et ainsi de suite, sont importants. Et essayer de construire sur un socle qui n'est pas stable, quels que soient les outils utilisés, que ce soit de l'IA ou tout ce que vous voulez, c'est du vent. Et donc, il y a un contexte très difficile qui se construit dans le très long terme sur l'éducation, et la nature écosystémique de cet ensemble le rend particulièrement difficile à aborder. En matière d'éducation, quand j'ai écrit le rapport en 2018, alors pardon, c'est pas moi qui l'ai écrit, moi j'en étais le rapporteur, la figure publique, mais le rapport a été écrit à plusieurs mains et nous avions eu de nombreuses auditions et discussions sur ce thème de l'éducation. Et les conclusions les plus importantes étaient les suivantes. Premièrement, avec toutes les possibilités, potentialités liées à l'intelligence artificielle, accès à des connaissances individualisées, possibilité de réaliser des tâches complexes, il y a des outils potentiels importants
mais un besoin d'évaluation considérable et un manque de données fiables. Aujourd'hui, en 2025, à l'heure où on se parle, il y a toujours un manque de données fiables là-dessus, et d'autant plus délicat que les techniques utilisées changent très régulièrement. Et que l'éducation, comme on sait, c'est sur la longue durée que ça se fait. Donc, important de faire des évaluations et d'expérimenter. Et puis, un dossier qui était assez ouvert, on va dire, sur le fait que ça puisse poser des difficultés ou proposer des améliorations. Et il était naturel d'être plutôt, de voir les choses plutôt d'un bon œil, mais avec cependant un petit peu de méfiance sur les potentialités. Aujourd'hui, en 2025, on voit très clairement avec les retours du monde enseignant que ça pose bien plus de difficultés que ça n'apporte de solutions. Les difficultés sont multiples. Les difficultés peuvent être liées tout simplement à la concentration, qui est une bataille de plus en plus difficile dans un monde de plus en plus connecté et sollicité. On a eu des études récemment qui montraient que le simple fait d'avoir un smartphone dans le champ de vision provoquait une baisse de la concentration des personnes concernées. Les difficultés sont liées au problème de triche généralisée, et les lycées, dans les lycées, c'est extrêmement répandu l'usage aux intelligences artificielles génératives pour donner les solutions de dissertation, au contrôle, au devoir et ainsi de suite. Et ce qui auparavant relevait de la sphère familiale, on se fait aider par le papa, la grande sœur ou qui c'est qui, et au moins été limité par la disponibilité que la famille pouvait vous apporter, mais aujourd'hui juste plus limité. Et les élèves qui jouent le jeu à l'ancienne, sans regarder la solution, se retrouvent pénalisés par rapport aux autres s'il n'y a pas de mise en compte dans la notation. On va voir mécaniquement un retour vers davantage d'interrogations orales se faire. Moi-même, professeur d'université, est venu le moment où j'en viens à interdire toute connexion informatique, tout dispositif informatique et même toute note de cours à mes étudiants dans mes cours d'université, quelque chose qui aurait semblé une attitude réactionnaire il n'y a pas si longtemps. Et pour vous citer juste le témoignage d'un de mes proches, Théo Alves d'Acosta, le président de Data for Good et l'un des meilleurs programmeurs que je connaisse, me racontait ses déboires quand il enseignait dans une école d'informatique pour des étudiants de haut niveau, en me disant non seulement les étudiants programment en utilisant des techniques d'intelligence artificielle qui leur écrivent tout le code, mais en plus, ils ont un logiciel qui leur permet de produire des diapositives, des slides automatiquement pour la présentation, de sorte que j'ai l'impression qu'ils découvrent en direct ce qu'ils me donnent quand ils donnent le résultat de leurs exercices. Et j'ai dû travailler dur, me disait Théo, pour trouver quel mode de présentation, quelle modalité d'interrogation j'allais utiliser pour être sûr qu'ils travaillent là-dessus. Parce qu'évidemment, dans un système d'éducation, on peut tourner autour du pot ou pas, le but c'est d'exercer son organisme, son corps, ses muscles, son cerveau pour progresser. Et se dire que à coup d'intelligence artificielle et de réponses rédigées avec l'aide de l'IA, on va être aussi performant que si on le fait tout seul, c'est à peu près aussi absurde que de s'imaginer qu'on va faire les cours d'éducation physique avec des jeunes avec un exosquelette et que on les fera jouer au football avec leurs exosquelettes qu'ils apprendront à manipuler. Et on se dira, bon, faisons ça, puisque de toute façon, ils auront des exosquelettes un jour dans le futur et tout ça. Et de s'imaginer qu'ils se sentiront aussi bien dans leur corps après le travail à l'exosquelette que s'ils avaient fait ça avec leurs muscles naturels. L'éducation, ça demande un exercice. Avec l'exercice, il y a une dose de douleur. C'est le vieux slogan grec qu'on peut détourner. Patémata, 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 mathémata, vous le prenez comme vous voulez. Les douleurs associées à l'apprentissage, soit dans un sens, soit dans l'autre, mais no pain, no gain, disent nos amis anglo-saxons. Et donc là, on a une difficulté fondamentale. La motivation, j'en parle dans l'interview que vous avez raconté, Monsieur le Président, cité il y a quelques jours. Et je vais conclure en une minute, puisque pour du temps pour les questions. Motivation est l'ingrédient peut-être le plus important dans un système éducatif, et l'invitation globalement des outils tels qu'aujourd'hui mis en publicité par les grandes compagnies d'IA, c'est le truc va faire le travail à votre place. C'est pas nouveau, Blaise Pascal déjà au milieu du XVIIe siècle utilisait le même argumentaire pour vendre sa pascaline. Bon. Mais là aujourd'hui,
quand c'est de façon aussi généralisée sur autant d'usages que c'est aujourd'hui, il y a le risque de démotivation globale généralisée est considérable. Et ce n'est pas seulement pour nos élèves. Vous voyez partout sur Internet publicité fleurir en vous disant voici ma méthode révolutionnaire basée sur l'IA qui vous permettra de faire fortune en 15 minutes par jour ou qui sait quoi. Dernière chose, j'avais, pour ma présentation de mon rapport en mars 2018, choisi 3 mots-clés qui me semblent toujours les mots-clés justes pour tout prisme de stratégie publique sur l'intelligence artificielle. Expérimentation, partage, souveraineté. Expérimentation, parce que c'est un sujet très expérimental, l'IA. L'éducation est aussi un sujet très expérimental et on l'a vu à de très douloureuses reprises, plusieurs reprises de façon très douloureuse en France, quand il s'agit du passage aux maths modernes, par exemple, ou quand il s'agit du passage à la méthode globale. Ben oui, sur papier, ça semblait super. À l'expérimentation, c'est calamiteux et il faut refaire marche arrière ou trouver un juste chemin. Expérimentation. Le deuxième, c'est le partage. C'est seulement dans le partage entre compétences techniques et compétences métiers que se développe une bonne IA. Partage de connaissances et expérimentations partagées entre, par exemple, programmeurs, enseignants, c'est quoi, et souveraineté. Souveraineté aussi bien du point de vue géopolitique que du point de vue humain. Garder le contrôle et la maîtrise des outils indispensables au niveau humain et au niveau des métiers. Et ces 3 me semblent devoir s'appliquer à la façon à l'IA et à l'éducation de façon extrêmement forte. Je n'ai pas commenté ce que vous disiez sur Laurent Alexandre. En général, je suis d'accord à peu près sur rien avec lui. Et sur l'ouvrage, se dit en toute cordialité, hein, mais sur l'ouvrage qu'il a écrit avec Olivier Babot, en substance, c'est d'étudier et plutôt à manier l'IA qui fera tout le travail pour vous. Je ne saurais pas être en plus complet désaccord. Ne pas étudier aujourd'hui, c'est effectivement l'asservissement et c'est se dire que tout dans la suite va vous faire perdre votre autonomie et vous mettre à la merci des grandes compagnies qui auront les logiciels et ainsi de suite. Et quand je vois même à l'issue de mes conférences, des gens qui utilisent ChatGPT pour savoir quelle est la question qu'ils veulent me poser, je me dis que l'auto-asservissement de l'humanité a l'air en bonne voie. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour ce panorama général des risques et aussi des opportunités que présente l'IA générative en matière d'éducation. Maintenant est venu le moment des questions et je passe donc la parole à madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Cédric Villani, d'avoir répondu à notre demande d'audition et merci pour nous avoir permis de revenir quelques années en arrière où la France s'était saisie de l'intelligence artificielle comme un sujet stratégique. Vous avez pu regretter le fait qu'on ne soit pas allé assez loin dans l'application ou en tout cas dans l'expérimentation de ce qui aurait pu être fait en éducation, sur la prise en compte de l'égalité entre les femmes et les hommes et au niveau aussi de l'UE. Je mentionne que sur l'égalité entre les femmes et les hommes, on avait pu ensemble participer à une table ronde qui montrait que non seulement l'IA ne réglait pas du tout le problème des stéréotypes, mais encore plus pouvait les approfondir et les amplifier si nous n'avions pas la question de la maîtrise des données. Et vous avez parlé aussi de la fiabilité des données comme étant toujours un défi à apporter. Je vais me permettre de revenir sur les 3 mots-clés, expérimentation, partage et souveraineté. Sur la souveraineté, en ces temps géopolitiques mouvementés, on aurait beaucoup à dire, mais je vais revenir sur la notion de partage. Quand on parle dans notre mission de l'IA et des connaissances, on a envie de voir aussi que l'IA pourrait être un facteur de partage des connaissances. Mais on a aussi une autre question de partage qui se pose, c'est le partage de la valeur. Et là, je vais venir sur le terrain culturel. Beaucoup, ces derniers mois, beaucoup des débats se sont portés sur l'utilisation d'œuvres, de données, sans autorisation et sans rémunération de leurs auteurs, par ceux qui développent des modèles d'IA. Or, cette question du partage de la valeur, elle nécessite
de la transparence que l'on peut normalement peut-être exiger de la part des développeurs d'IA. Mais on a entendu dans une audition précédente que ces développeurs d'IA disent qu'il est difficile de pouvoir, pour eux, livrer la totalité des données utilisées, que tout ça est impossible techniquement. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que, plus globalement, la question de l'utilisation de l'IA dans le domaine de la création et de la diffusion culturelle, voilà, quelles sont les réflexions que cela suscite chez vous? Merci beaucoup, chère Céline Calvez, pour ces questions et ce suivi. Et vous avez effectivement bien eu raison de rappeler ces tables rondes dans lesquelles nous sommes retrouvés associés, tout le travail qui a été effectué dans la suite pour suivre le douloureux, le délicat dossier sur l'équité homme-femme en la matière. Je mentionne aussi, tant qu'on y est, que récemment, Elisabeth Borne, alors ministre de l'Éducation, avait lancé un plan spécifique sur la question physique et mathématiques. Le plan est bienvenu. À certains égards, on peut souhaiter que le plan aille encore plus fort et soit plus ambitieux que ce qui a été présenté, mais les objectifs annoncés, en tout cas, ont été ambitieux. Et il y a là quelque chose qui est un développement. Ça va plus loin que ce qui avait pu être dit dans notre rapport avec Charles Torossian, et c'est une bonne chose. Et on va revenir là-dessus, mais le sujet IA et éducation est aussi lié au sujet mathématiques et éducation, ainsi que informatique et éducation. Sur la question spécifique que vous évoquez, partage de la valeur, bien sûr, sur le sujet de l'IA, il y a une énorme question qui est celle du partage de la valeur. Tout le monde se pose la question en ce moment, d'ailleurs, dans la sphère de la tech, savoir si la bulle de l'IA éclate. La plupart, je dirais, des observateurs raisonnables aujourd'hui sont convaincus qu'elle va éclater, juste parce qu'elle est arrivée à un niveau tel que c'est juste pas humainement. Qui tirera les marrons du feu, sur qui se concentrera les pertes, et qui va se retrouver le dindon de la farce, si vous me permettez, en la matière. Et de façon générale, le sujet sur l'IA, c'est aussi grand sujet, partage de la valeur. Les compagnies comme OpenAI sont sur la sellette aujourd'hui parce qu'il n'est toujours pas clair où est le partage de la valeur qui sera associé au grand modèle langage. Pour rappel, quand Google s'est lancé au tout début, les fondateurs de Google, les excellents Brin et Page, pensaient que le modèle économique allait être la mise en place de moteurs de recherche, un savoir-faire qui serait vendu à travers des abonnements, des services à différentes entreprises, moteurs de recherche personnalisés, et ainsi de suite. Et n'imaginez certainement pas que l'entreprise se changerait en la plus grande entreprise publicitaire du monde, avec un modèle économique complètement différent. La plupart des grands groupes de tech ont changé de modèle économique de la même façon qu'Amazon n'imaginait certainement pas en se lançant qu'il deviendrait le grand pourvoyeur de cloud du monde, et ainsi de suite. Sur la question du partage de la valeur culturelle, on est sur une affaire très sérieuse qui va bien au-delà de l'intelligence artificielle générative. Et d'abord, c'est bon de remarquer que même déjà auparavant, l'auteur, l'autrice était le parent pauvre, la question du partage de la valeur dans l'audiovisuel en général, et que la part captée par le segment auteur était extrêmement faible. Il y avait déjà bien des mouvements et des protestations. Il aurait dû y en avoir encore bien plus encore quand on voit à quel point il y a peu de considération. Mais ensuite, toute l'industrie de la culture s'est retrouvée dans le chaos avec la dématérialisation. Ça remonte à bien avant l'intelligence artificielle générative, avec la dématérialisation et le fait qu'une œuvre d'art peut être reproduite, démultipliée, sans effort, échangée sur les plateformes ou tout ce que vous voulez. C'est une œuvre d'art qui relève du dessin ou qui relève de la musique. Ça pose un problème de modèle économique considérable. Le modèle économique qui avait prévalu auparavant pendant des décennies et des décennies sur un objet issu
la commercialisation d'objets issus de l'œuvre culturelle est à mal. Et à ma connaissance, nous n'avons toujours pas trouvé la solution nulle part. Et il y a un vrai problème posé à notre société là-dessus. Là où l'IA générative arrive, où les IA actuelles arrivent, c'est d'une part, effectivement, la confusion encore plus importante des sources. Et je veux complètement croire les collègues que vous avez auditionnés vous disant qu'il est techniquement impossible de démêler précisément qu'est-ce qui a été utilisé, vu la façon dont toutes les grandes bases de données d'informations dans le web se croisent, se recroisent, sont démultipliées, repartagées et ainsi de suite. Et puis, ça vient avec la possibilité de variations à l'infini, et ce sont même les publicités que vous avez sur Deezer ou d'autres qui vous disent, voici, maintenant, si vous voulez, vous pouvez écouter tel morceau avec l'arrangement que vous voulez, faites-le en mode ska ou en mode valse ou en mode rap, ou ce que vous voulez, notre filtre s'occupe de vous le faire. Et puis la création instantanée. Vous dites, je veux une chanson qui s'inscrive dans le folklore grec traditionnel, avec un accent athénien typique, avec tel instrument, etc. Et l'IA générative va vous le faire en quelques instants, et la qualité sera telle que c'est impossible pour une oreille non entraînée, même difficile pour une oreille entraînée de déceler que ça n'a pas été fait à base d'IA. Donc une facilité de génération qui pose un problème majeur. On sait que quand le grand réalisateur et icône culturelle Hayao Miyazaki s'est retrouvé face à un groupe de jeunes programmeurs qui travaillaient sur la création de dessins animés automatiquement par intelligence artificielle. Et encore, c'était des techniques bien moins efficaces que ce qui existe aujourd'hui. Sa réaction a été extrêmement violente. Aux jeunes, il a dit ce que vous faites est une insulte à la vie même. Je refuse d'être associé en quoi que ce soit à ce projet horrible et inquiétant. Il a redemandé pourquoi vous voulez faire ça. Et la réponse des jeunes a été nous voulons faire un ordinateur qui dessine comme un humain. Et Miyazaki, dans le documentaire, beaucoup après, disant au documentaire, je crois que la fin des temps est proche, si l'humanité a autant perdu confiance en soi que de vouloir confier la création artistique à des machines et à des programmes. Et donc, il y a un problème de société qui est juste considérable, auquel je n'ai pas la solution là pour vous sur moi, mais qui met en péril toute la chaîne, aussi bien le créateur que l'auditeur, noyé sous un déluge de production dans lesquelles tout est indémêlable. Je vais revenir sur l'image. Alors, je reviens sur le terrain de l'éducation, sur l'image de cours d'éducation physique et sportive, où en fait, cela reviendrait à faire s'entraîner les jeunes élèves avec leur exosquelette et donc de ne pas du tout muscler leur corps. Vous dites que la façon de progresser, c'est d'exercer son cerveau. Donc je trouve que cette image, je veux la redire parce que je trouve qu'elle est particulièrement frappante. On n'imagine pas effectivement des cours d'EPS où on serait assisté d'exosquelettes. Il n'y aurait pas de sens. Là, dans l'éducation, on a l'impression que l'IA pourrait être cet exosquelette. On a quand même, peut-être, permettons-nous ça, des facteurs d'espoir et sur la capacité de l'IA de nous faire progresser. Certains peuvent se dire aussi que la personnalisation que l'IA nous permettrait d'apprendre plus vite, mieux, de façon plus ancrée dans notre cerveau aussi. Quelles sont, à votre connaissance, même si j'ai bien compris que l'idée de votre pratique n'était pas forcément d'accueillir les IA dans les cours, mais plutôt de se dire, est-ce qu'il existe quand même l'espoir que l'IA, si on l'utilise bien, puisse faire muscler notre cerveau? Réponse oui, à condition qu'il y ait un certain nombre d'ingrédients dont le plus important s'appelle la motivation. Vous êtes motivé pour apprendre quelque chose, vous irez faire flèche de tout bois, et ça s'appliquera aussi aux outils d'IA.
Et d'aujourd'hui déjà, vous voulez, je ne sais pas, apprendre le finlandais, alors qu'il n'y a pas de cours de finlandais dans l'école d'à côté, vous avez des merveilleux outils d'intelligence artificielle qui s'occupent de vous faire répéter plus spécifiquement les mots que vous avez du mal à retenir, d'apprendre à converser, de faire votre discussion, soit par écrit, par oral, tout ce que vous voulez. Et ça, que je dis pour l'apprentissage du finlandais ou de n'importe quelle autre langue encore plus difficile d'accès, ça s'applique un peu à tout. Si vous avez la motivation, vous utiliserez l'IA pour croître, pour faire cet effort supplémentaire et ainsi de suite. Et petit à petit, muscler, renforcer votre cerveau avec ça. Et si vous n'avez pas la motivation, vous allez juste utiliser l'IA pour combler le trou, répondre aux trucs à votre place, et ça ne s'incrustera pas dans votre cerveau. Et donc, il y a un facteur humain qui est indispensable. Et aujourd'hui, on ne sait pas quels sont les outils qui motivent. Alors, c'est assez fascinant. On a vu l'espèce humaine capable de s'enflammer pour tel ou tel jeu électronique, tel ou tel réseau social, etc. Voyons nos jeunes et nos moins jeunes passer à investir des heures par centaines de leur précieux temps là-dessus. Et quand il s'agit de se motiver pour quelque chose qui est plus classique, à partir d'outils électroniques, on ne sait pas faire. Aujourd'hui, on ne sait pas comment donner la motivation par l'informatique. Et sans motivation, le projet éducatif, il n'aboutit à rien. Du temps que j'organisais, ça m'est arrivé de faire des MOOC, comme on dit en français, les formations en ligne ouvertes à tous. J'avais bien repéré, et ça a bien été analysé. Le MOOC, s'il n'y a pas l'architecture humaine motivante, et en particulier des gens sur le terrain, des encadrants, des chargés de TD et ainsi de suite, qui sont là pour discuter avec les élèves, les reprendre, etc., ça ne marche pas, ou du moins ça ne marche pas statistiquement. Vous avez une petite frange qui sera super motivée, certes, qui suivra votre truc en ligne, parce qu'elle a la motivation en elle, fera ça, et le reste qui ne tiendra pas les échéances, n'assistera pas aux séances ou décrochera. Et vous aurez un taux d'érosion qui sera très important. Entre parenthèses, on peut mentionner qu'à chaque évolution technologique dans nos façons d'interagir, vous avez bien des voix pour dire voici la révolution dans l'éducation que nous attendions. Dans les années 90, on disait ça quand arrivaient ce qu'on appelait à l'époque les nouvelles technologies de l'informatique, de l'information et de la communication. Ça va être la révolution et tout ça. Dans les années 2000, ça a été les MOOC. Il y a eu des fous furieux comme Peter Thiel aux États-Unis disant ouais, dans 10 ans, il n'y aura plus que 10 universités dans le monde, celles qui ont mis en place les MOOC, toutes les autres seront aspirées et ainsi de suite. Puis dans les 2010, quand sont arrivés les réseaux de neurones avec des performances impressionnantes, on a dit ça y est, c'est la révolution. Puis dans les années 2020, ça y est, c'est la révolution, et ainsi de suite. Je pense qu'il faut être d'un scepticisme ouvert, mais que c'est de bon aloi ici. On a vu déjà tellement de fois dans l'histoire des gens dire la révolution est en marche pour l'éducation et finalement constater que l'ingrédient principal de l'éducation reste les humains avec leurs interactions. Les rapports de l'UNESCO successifs, parfois un peu contradictoires de l'UNESCO, pointent de façon générale sur le fait qu'on manque de recul, qu'on manque d'études non biaisées, ou que les études sont financées et mises en place par les développeurs de logiciels eux-mêmes. Et pointe aussi sur le fait que globalement, il n'est pas du tout clair. Par exemple, il n'est pas clair que les pays qui ont investi plus dans les technologies pour leur système éducatif aient aujourd'hui un meilleur système éducatif. Ça, il y a tous les indices que c'est le contraire. Il n'est pas clair que les systèmes informatiques soient moins chers que les systèmes humains. On a plutôt des indices disant que ce serait plutôt le contraire. Et donc, c'est bien de ne pas avancer avec des certitudes. Oui, il y a de l'espoir, mais ça fait tellement longtemps qu'on dit voici l'espoir et tout ça que c'est bien d'être aussi un peu sceptique et de se convaincre en tout cas que la priorité numéro 1, la question humaine là-dedans. Merci beaucoup. On a parlé tout à l'heure de l'Union européenne et il y avait un regret de votre part que tout ça n'ait pas été complètement porté, les enjeux de l'IA
auprès de l'Union européenne. Qu'est-ce que, d'après vous, caractérise aujourd'hui la position de l'Union européenne sur l'impact de l'IA générative, et est-ce que celle-ci est différente de celle de la France? Est-ce qu'il y a des spécificités françaises par rapport à d'autres partenaires européens et plus globalement par rapport à des partenaires ou concurrents mondiaux? On a parlé de souveraineté, un des 3 mots-clés que vous développez. On en est où par rapport à notre appréhension de l'IA dans nos vies? Alors, mon constat perso, en tout cas, j'aime bien rappeler quand on me demande d'intervenir sur ce sujet-là, c'est du côté de l'Europe, parmi les points forts, le fait d'avoir fait le job pour la réglementation, et je considère que l'AI Act est une bonne chose, perfectible, mais globalement une bonne chose. À bien noter qu'il y a des points morts dans l'AI Act, et en particulier les questions de défense et les questions culturelles, mais globalement une bonne chose, et il faut en être fier. Et d'ailleurs, c'était si mauvais pour nous, nos collègues américains ne passeraient pas autant de temps à essayer de nous dissuader de l'appliquer. Deuxièmement, l'Europe a un vivier de talent et de savoir-faire qui est juste considérable en matière de recherche, de programmation, tout ce que vous voulez. Troisièmement, l'Europe est un continent de culture scientifique. On pourra dire que c'est pas ce que ça a été ou quoi, n'empêche, quand on compare aux autres continents, ça reste très fort. L'Europe est un continent avec une bonne culture de logiciels libres, et même si c'est pas assez, ça fera partie d'un équilibre en matière. Et l'Europe est à coup sûr le continent le plus réfléchi aux bons usages de l'IA. Pas seulement juste de l'IA pour le plaisir de la tech, mais l'IA au service de l'écologie, de l'agriculture durable, de la santé, de l'éducation, etc., etc. Ça, ce sont pour les points forts. Pour les points faibles, le manque de communication des réalisations de l'Europe et le manque de fierté. L'Europe arrive dans le débat en se disant qu'elle est déjà dominée, et ce n'est pas nouveau. Le manque d'investissement. En Amérique, on investit beaucoup trop dans l'IA, en Europe, pas assez. Le manque de regard transversal et de culture interdisciplinaire en Europe. Certains pays, États-Unis, Israël, Chine, d'autres ont bien plus de culture là-dessus. Ah, je vois que ça a changé d'écran. Oui, vous m'entendez toujours. Parmi les points faibles européens, le manque de coordination entre les pays, bien sûr. J'aime bien rappeler que le plus grand accomplissement du XXe siècle en matière d'information, en tout cas le plus important géopolitiquement, savoir le décryptage des codes secrets nazis pour la Seconde Guerre mondiale, le projet Ultra, a été tué non pas seulement par les services secrets et scientifiques britanniques avec Alan Turing et les autres, mais par une coopération militaro-scientifique entre la France, la Pologne et la Grande-Bretagne. Et sans les différents éléments de cette coopération, le projet n'aurait jamais abouti. C'est bien de garder ça en tête et de s'en souvenir dans un contexte où l'Europe de l'Est en particulier constitue un vivier extraordinaire de talents, d'économie numérique et tout ce que vous voulez. Alors, la France a une position particulière, pas tellement sur la doctrine, mais sur la force de frappe, puisque c'est le seul à avoir un grand projet international en la présence de Mistral, qui est dans la cour des très grands là-dessus, et qui a la possibilité de se développer jusqu'à être l'un des quelques projets de référence. Et ça lui donne à la France une voie particulière là-dessus, puis aussi son développement, la grande puissance de sa culture mathématique et de programmation théorique en particulier. Mais tout cela sera d'autant plus fort, la France sera d'autant plus forte là-dessus si elle peut avoir la caisse de résonance constitue l'Europe de façon globale en la matière. Bien, monsieur le professeur, nous arrivons au terme de cette audition et nous vous remercions très vivement pour les éclairages que vous nous avez apportés, qui nourriront évidemment une bonne partie du rapport de Madame Calvez. Excusez-moi, oui, je vous en prie, Monsieur le Président, si vous le permettez, juste un dernier mot, puisque nous arrivons au terme, et je vous félicite pour la qualité de la tenue des débats. Un petit mot.
en matière sur la question éducation. Ici, ce qu'on a surtout abordé, c'est le sujet comment l'IA peut-elle être au service ou des services de l'éducation. L'autre volet, dont je suis persuadé qu'il est aussi présent dans nos réflexions, comment l'éducation peut aider à la question de l'intelligence artificielle, aussi bien à nos élèves à s'en emparer qu'à à nos chercheurs, programmeurs, etc., à être mieux formés, plus nombreux, et ainsi de suite. Et aussi un sujet important, et l'éducation, il y a son mot à dire, et selon moi, parmi les choses prioritaires, vitales en matière d'évolution par rapport à l'intelligence artificielle, il y a un certain nombre de mesures d'adaptation. Et selon moi, les deux plus importantes, d'une part pour les petites classes entre guillemets, c'est la mise en place d'une initiation généralisée à la programmation, et je fais partie de ceux qui considèrent qu'il n'y a rien de programmer parce que l'IA se chargera du boulot. Et je pense qu'au contraire, tout le monde a besoin d'initiation à la programmation et de comprendre quels en sont les ressorts. Et il y a des projets là-dessus. Il y a une timide avancée ces dernières années avec la classe de seconde, avec l'enseignement technique. Selon moi, c'est quelque chose de beaucoup plus général qui peut être mis en place dès le collège ou même dès l'école primaire. C'est une revendication de longue date de la Société informatique de France. Et il y a eu des expérimentations et des programmes extrêmement intéressants qui ont été faits par la Fondation La Main à la Pâte il y a déjà des années de cela. Et donc ça, pour moi, c'est l'un des impératifs. Ça ne peut pas être remplacé par juste une éducation aux techniques, à la culture et tout ce que vous voulez du numérique. Initiation à la programmation. Et la deuxième chose, à niveau plus haut, c'est la question du baccalauréat. Et selon moi, la mesure la plus importante, ça fait quelques années que je le dis sur les questions de cursus scolaire, c'est la mise en place de 3 options plutôt que 2 en terminale. Le système actuel à 3 options est un handicap pour les filières de mathématiques, en particulier pour les filles qui l'abandonnent souvent à l'issue de la première, est un handicap pour le développement de programmation. Et là aussi, ces 3 options est une indication portée par la Société informatique de France, que je vous recommande vivement d'auditionner sur le sujet pour sa réflexion. Ces 2 mesures, de façon générale, sur les questions éducatives, si on me demandait les 3 points les plus clés, selon vous, je dirais ces 2-là, plus revenir pour l'instruction en famille à l'état pré-2020, qui est un autre sujet, mais qui pour moi est le très grand regret que j'ai sur l'évolution de l'éducation de ces dernières années. Voilà ce que je voulais rajouter avant que nous terminions nos échanges qui ont été un plaisir pour moi. Merci, monsieur le professeur, pour ces dernières précisions qui nourriront, à n'en pas douter, là aussi, des questions que nous poserons aux acteurs institutionnels de l'éducation lorsque nous les recevrons, ministres ou directeurs d'administration centrale ou autres, notamment sur la question que vous soulevez sur le baccalauréat, qui est très intéressante. Pourquoi pas une option, en effet, programmation baccalauréat, et sur la proposition de La Main à la Pâte d'introduire l'intelligence artificielle comme un sujet d'expérimentation pour les tout petits, pour les élèves du primaire. En tout cas, merci infiniment pour ces échanges. Pardon. Je vous en prie. Je suis désolé de vous recouper la parole de façon aussi grossière. La référence pour La Main à la Pâte s'appelle 1, 2, 3 codé. C'était un ensemble de programmes qui avait été mis en place il y a des années déjà, avec expérimentation dans les classes, et même avec un MOOC qui allait avec, et qui montrait comment faire une initiation à la programmation dès l'école primaire, logiciel au début, initiation à la programmation débranchée, comme on dit, et avec des résultats remarquables. Excusez-moi pour cette interruption. Merci infiniment. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et nous vous remercions encore pour votre contribution à nos travaux. Au revoir, monsieur le professeur. Au revoir.